Team Lepso, la famille, c'est Aminataros, j'espère que tu vas bien, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Enfin 2-3 mois ça va, vous avez l'habitude maintenant. Bref, aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Comme t'as vu dans le titre, on va parler du continent caché concernant Hunter x Hunter, entre parenthèses saison 7. Pourquoi saison 7? Pour ceux qui n'ont pas vu l'animé, il faut savoir que le sujet dont je vais parler concerne la saison 7, c'est-à-dire la suite de l'animé. Donc dans 10 ans peut-être, ou dans 5 ans, j'en sais rien, l'animé adaptera ce que je vais dire, à savoir le sujet du Dark Continent, du continent caché. En tout cas, comme t'as vu dans le disclaimer, la vidéo spoilera le manga. Et oui, il spoilera le manga, c'est pas comme si je vous avais dit 1000 fois d'aller lire le manga. Et bien sûr, en ce début d'année 2020, entre guillemets début d'année 2020, on va aborder le continent caché, de ce qui gravite autour, tous les sujets qui gravitent autour, des expéditions du continent caché, quels pays ont participé au continent caché. Let's go la famille, sans tarder, commençons la vidéo. Hop 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 hop. Il vaudrait pas mieux que je vous fasse un petit débrief sur ce qu'est le continent caché et le lac Mobius peut-être? Allez, let's go. Le continent caché, lac Mobius. Déjà, je vais te faire un petit cours de géographie. Si t'as suivi toutes mes vidéos sur les anecdotes, tu dois savoir que le monde d'Hunter x Hunter que l'on connaît habituellement est une carte de notre monde réel. Mais l'auteur, Yoshihiro Togashi, a inversé l'emplacement des pays pour les mettre à droite, à gauche, etc. Ce qui va former la carte d'Hunter x Hunter. Donc ça, c'est le monde que l'on connaît, à la limite de ceux qui ont regardé que l'animé, bien sûr. Oui, toi, le petit ou la petite curieuse qui regarde ma vidéo sans avoir lu le manga. Va lire le manga. En tout cas, ce monde qu'on connaissait se trouve finalement au centre d'un lac nommé Mobius. Ce nom provient justement que la forme de ce lac avait une forme du ruban Mobius. Autour de ce lac se trouvent justement des terres inconnues par ceux qui habitent au centre du lac, sauf par le gouvernement et autres gros bonnets. Ces terres inconnues sont nommées par plusieurs noms, entre autres le continent maudit ou le Dark Continent DC, mais moi j'aime l'appeler le continent caché. Mais amis, si cette terre est inconnue par ceux du milieu, comment le gouvernement a pu connaître l'existence du continent caché? Eh bien, c'est grâce à un livre nommé Récit du voyage sur le nouveau continent, laissé par un gars qui se classe sûrement parmi les plus puissants de Hunter x Hunter, si ce n'est le plus puissant, j'ai nommé Don Fricks. Oui, il est de la famille de Gon et de Jin. Ce livre, qui à la base tout le monde pensait que c'était une fiction, s'avérait être en fait un livre historique recueillant des informations cruciales pour l'humanité envers le continent caché. Bien sûr, apparemment le gouvernement ne détient qu'un tome de ce livre qui détaille que la partie est du continent caché. Mais la partie ouest reste encore aujourd'hui introuvable. Revenons vers les expéditions du continent caché, la famille. Oui, il faut savoir que plusieurs expéditions ont déjà été effectuées vers justement ce continent caché. Selon le gouvernement, avec comme source le ministère des autorisations, 140 missions extérieures ont déjà été effectuées et seules 5 expéditions avaient fait revenir des survivants. Aujourd'hui, selon encore le gouvernement, ce dernier possède officiellement, je souligne bien officiellement, des informations comme quoi aujourd'hui, le seul survivant encore vivant de ces expéditions serait Beyond Netero, mais c'est bien sûr faux, on le verra juste après. Il faut aussi que je te parle de comment s'organise une expédition vers le continent caché, parce que ouais, là on va pas s'aventurer vers le parc Astérix, ni vers la Papouasie-Nouvelle-Guinée. En fait, à chaque fois que le V5, le gouvernement, avait demandé à faire une expédition vers le continent caché, il demandait l'autorisation à une bête magique qu'on nomme le gardien de la porte. Oui, tu m'as bien entendu, sans l'autorisation de cette bête magique, le gouvernement ne peut même pas accéder au continent caché. Et là, tu peux te poser la question, Mais pourquoi, ami? Le gouvernement ne possède pas des gens ultra puissants comme Beyond Netero pour accéder au continent caché? si tu veux, dans le lac Mobius se trouvent plusieurs frontières maritimes, avant d'accéder bien sûr au continent caché. À partir de là, seules des personnes qu'on nomme guides sont prédisposées et choisies soigneusement justement par le dit gardien de la porte pour circuler entre le monde connu central et le continent caché. Sans ces guides choisis par le gardien de la porte, les habitants du centre du lac de Mobius ne peuvent même pas aller au continent caché. Enfin, c'est ce que dit le gouvernement en tout cas. Maintenant que je t'ai un peu remis les idées en place, je sais, c'est beaucoup d'infos, mais je suis là pour vous mes chasseurs et chasseuses. Commençons par attaquer dans le dur. Inspire, expire. Remettons-nous dans le bain. Comme je te disais, des forces mystérieuses et destructrices pour l'humanité se trouvent dans le continent caché. Je parle calmement car du lourd arrive. Certains appellent ces forces mystérieuses et destructrices pour l'humanité des fléaux, mais dans ma vidéo, dans mon jargon, je vais les appeler
les calamités. Déjà, laisse-moi te dire ce qu'est une calamité dans Hunter x Hunter. Comme je t'ai dit, le continent caché est un endroit hostile. Il regorge 1001 créatures ou maladies très dangereuses. Si dangereuses que Isaac Netero avait lui-même interdit à son fils, Beyond Netero, de retourner là-bas en son vivant. De même que Isaac Netero avait aussi rendu tabou ses expéditions. Mais donc, pourquoi aller là-bas? Pourquoi risquer sa vie pour un continent aussi dangereux? Eh bien, c'est parce que ce continent regorge de ressources impressionnantes que l'on va aborder dans cette vidéo. En tout cas, c'est pour te dire que les calamités sont les conséquences de 5 expéditions réussies, entre guillemets, que je t'avais parlé juste avant dans cette vidéo. Réussies dans le sens où des survivants avaient pu revenir au centre du lac Mobius. En allant à chaque fois sur le continent caché, les humains ont ramené, à chaque fois sur leur terre natale, des catastrophes irréversibles. On en connaît déjà certains. Elles se nomment Bryon, la forme gazeuse Aïe, le virus Zobae, Papu, Hellbell et en bonus les Chimera Ant. Ces calamités sont classées sur plusieurs catégories via un tableau que l'on retrouve dans le manga comme tu peux le voir dans ma photo et mon joli petit pouce. Pour ceux qui veulent checker, c'est dans le tome 33. Désolé, j'ai zappé le numéro de la page. Ceci étant dit, je vais maintenant te parler de chaque calamité, mais pour ton plus grand plaisir, je les ai classées par dangerosité via le tableau officiel, enfin le tableau qui est présenté sur cette page. En fait, on va aller du moins dangereux entre guillemets au plus dangereux. Bien sûr, je suis au courant que des données manquent dans ce tableau pour certaines calamités. Donc le classement de dangerosité peut varier selon l'avancement et la mise à jour de la série, de l'histoire. Mais bref, en plus ensemble, on va voir où est-ce que ces calamités avaient été trouvées. Et vous allez voir qu'il y a même certaines calamités où on peut même supposer qui est-ce qui les avait ramenées. Tu vois ce que je veux dire? Allez, let's go pour la première calamité. Calamité numéro 1. Le virus Zobae. Aussi appelé la maladie de l'immortalité, le virus Zobae est en termes de dangerosité de rang B+, selon Cheadle. Cette maladie a été ramenée suite à une expédition organisée par le royaume de Kukkania. Sur la carte du monde, celui-ci se trouve tout à l'ouest. L'équipe que composait cette expédition était Beyond Netero, le fils d'Isaac Netero, rien que ça, ainsi que son groupe agrémenté de hunters et autres personnages, eux tous mandatés par le royaume de Kukkania. Ils étaient allés tout au sud du lac Mobius pour rejoindre le continent caché et trouver la ressource nommée Métallion, la plante alchimique. On n'en sait pas plus sur les effets de cette plante. Bien sûr, le groupe de Beyond Netero avait réussi à choper cette ressource, mais pendant le chemin du retour pour retourner dans leur pays natal ou dans leur terre natale, écoutez-moi bien la famille, ils s'étaient perdus. Oui, le groupe de Netero s'était perdu, et oui, ils auraient dû faire comme le petit pousset, c'est-à-dire poser des cailloux pour retrouver leur chemin. À cause de cette erreur, il n'y avait eu que 6 survivants parmi je ne sais combien de hunters et autres personnages comme je t'ai dit. Mais dans une expédition de cette ampleur, on peut peut-être compter des centaines, voire un millier de personnes mandatées pour conquérir ou pour détenir Métallion. Donc comme je te disais, au retour, il n'y avait eu que 6 survivants en incluant bien sûr Beyond Netero. En plus d'avoir eu de grosses pertes, ce dernier avait pu voir son trésor mourir. La plante Métallion s'était fanée pendant le chemin de retour. Et c'est pas le pire la famille, les survivants, hormis Beyond Netero, avaient contracté une maladie nommée le virus Zobae, la maladie de l'immortalité. Paradoxalement, pratiquement toutes les personnes survivantes ayant contracté cette maladie ont succombé sauf un seul hunter. Et regardez-moi, l'état du hunter survivant. Regardez-moi sa tête. Apparemment, on ne le considère même plus comme un humain. Et ça fait près de 50 ans qu'il vit sans manger de la nourriture humaine et qu'il s'autosuffit. Quand je dis qu'il s'autosuffit, attention aux images que je vais vous montrer. Le hunter survivant mange son bras pour s'autosuffire. Pour continuer à vivre, on peut donc supposer qu'il peut se régénérer à chaque fois qu'il se mange de la chair. C'est ultra glauque. Bref, physiquement, le virus a l'air d'affecter la teinte de la peau qui paraît un peu plus sombre sur l'infecté, comme un zombie on va dire. Mentalement, je pense que l'infecté est aussi très troublé, comme on peut le voir dans son comportement assez bizarre et aussi dans sa manière d'observer les gens et de ce qui l'entoure. Un peu comme un zombie. Effectivement, parlant de zombie, on peut associer ce virus Zobae à un virus
de zombie, dans le sens qu'un zombie ne meurt jamais. Il est immortel, mais il est dénué de toute intelligence, à la différence que dans le virus Zobae, l'infecté se mange lui-même pour survivre et qu'un zombie, dans les films traditionnels, n'ont même pas besoin de manger pour survivre, mais mangent sans raison. Pour résumer, ce virus est très dangereux. Il peut anéantir la vie d'une ou un groupe de personnes, et comme tout virus, et comme dans l'actualité aujourd'hui, comme le coronavirus, cela peut se propager de manière très rapide. Bref, cette personne qui contracte le virus Zobae, tout au début en tout cas, possède un fort taux de mortalité. Et si cette même personne venait à survivre, elle se mange pour s'autosuffire, et peut-être souffre éternellement de cette situation, comme en témoigne l'expression du survivant du continent caché. Ou on peut supposer que la maladie éclate la mentalité de la victime pour le rendre comme une sorte de zombie sans cervelle. Je tiens quand même à leur rappeler que c'est un virus, donc cette maladie peut se transmettre, mais on ne sait de quelle manière. En tout cas, si quelqu'un a le virus Zobae, toussez à l'intérieur de votre coude, s'il vous plaît. C'est pourquoi Cheadle classe cette calamité nommée Zobae en dangerosité de rang B+, qui, à titre de comparaison, les Chimera Ants étaient de rang B, c'est-à-dire que c'est en dessous de ce virus. Bref, Beyond Netero a ramené un virus assez énervé de son voyage du continent caché. Calamité numéro 2, Brillon, aussi appelé larme végétale. On a affaire là à une calamité de rang B+, mais selon le tableau, encore une fois, Brillon posséderait une férocité et une capacité de destruction supérieure au virus Zobae. D'où provient cette calamité au corps d'humain et à la tête sphérique qui, on dirait, est en matériaux de pierre et sans visage? Eh bien, la nation responsable de ce fléau sont les États-Unis de Sahelta. Ils avaient envoyé leurs forces d'élite pour récupérer, écoutez-moi bien la famille, une autre plante. Mais au moins pour cette ressource, on en sait beaucoup plus que Métallion. En effet, la ressource que les États-Unis de Sahelta voulaient récupérer était la plante qui permettrait de soigner toutes les maladies. Oui, avoir une plante comme ça donnerait un pouvoir non négligeable à sa nation détentrice. Malheureusement pour Sahelta, afin d'obtenir cette ressource se situant tout au nord du lac Mobius, ils avaient dû faire du chemin à partir de la terre ferme du continent caché. Arrivés sur ce dernier, les troupes d'élite devaient passer par une forêt d'arbres pendant une distance d'environ 400 km. Pour te donner un ordre d'idée, c'est comme si entre Nantes et Paris, il n'y avait que de la forêt. Et encore, on n'est qu'à 385 km dans mon exemple. Bref, après cette forêt, au bout de ces quelques 400 km, les troupes d'élite de Sahelta étaient arrivées dans un labyrinthe se situant dans une ville en ruine. Oui, en ruine. Et dans cette ville se trouvait, comme je te l'avais cité juste auparavant, une plante qui permet de soigner toutes les maladies. Cependant, obtenir cette magnifique ressource n'était pas sans risque, puisqu'un gardien garde cette ville en ruine. Et donc garde aussi cette plante permettant de guérir toutes les maladies. Et ce gardien, c'est la calamité Brillon. Rien que de prononcer son nom, j'en ai des frissons, et rien qu'à l'image, tu peux voir la puissance que dégage cette calamité. Cette créature prénommée larme végétale a quasiment annihilé toute la troupe de Sahelta, ne laissant derrière elle que 2 survivants. 2 putains de survivants, tu m'as bien entendu, bordel. Une chose est à mettre au clair en termes du nombre de la calamité Brillon. En effet, Brillon n'est pas une seule et même entité. Certes, un gardien a été vu dans la ville en ruine du continent, mais dans le tableau de dangerosité des créatures, on avait pu voir que le nombre de Brillon était de rang C. Donc, on peut dénombrer cette calamité à un chiffre inférieur à 100. Alors dis-toi que Brillon n'est pas une seule et même entité, mais représente plusieurs entités. Par rapport à cette calamité, plusieurs choses m'intriguent mes chasseurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans le laboratoire de l'Agence internationale des permissions, on avait pu voir plusieurs membres humains issus de la conséquence de la survenue de ces calamités. Une m'a intrigué par rapport à Brillon. C'est le corps d'un homme éventré avec des intestins à l'air et une tête arrachée. Charmant, n'est-ce pas? Je suis sûr que c'est lié à la calamité de Brillon. Peut-être que Brillon est juste la boule à facettes et prend le corps d'un hôte pour le contrôler, c'est juste une supposition, ou même selon la main qu'on avait pu voir dans le laboratoire et que tu peux voir là par toi-même, celui-ci montrait une sorte de mutation avec des branches qui lui sortaient du bout des doigts ou de l'intérieur du poignet si je puis dire. Bref, cette arme m'intrigue beaucoup et peut être sujet à d'autres théories, mais là n'est pas le sujet principal de cette vidéo. Calamité numéro 3, on la prénomme Papu, l'homme bête. Papu, Papu, Papu,
Papu. J'aime bien dire le nom de cette calamité, il est un peu marrant. Marrant jusqu'à ce qu'on voit ce qu'il fait à ses victimes dans cette image. En effet, Papu est classé en rang A. Oui, là on s'attaque encore à du plus lourd que ce qu'on avait juste auparavant. Alors, quel pays a ramené cette affreuse calamité? Eh bien, ce sont les Nations Unies de baiser rosé qui se trouvent juste tout au sud du monde connu des humains. Ils étaient allés au nord du lac Mobius. Logiquement, c'est à l'est de la calamité Brion. Selon Ginfrix, les Nations Unies de baiser rosé avaient envoyé 1000 personnes au nord-est du lac Mobius. Oui, t'as bien entendu, 1000 personnes pour faire de la reconnaissance, pour tâter du terrain et pour surtout aller choper la ressource nommée Ghost Stone, la pierre sans nom. Cette Ghost Stone qui se situe dans les montagnes au nord-est du lac Mobius permettrait de générer apparemment 20 000 kilowatts par jour en étant immergé dans de l'eau, ce qui est juste incroyable. Bon, par contre, comme tu le sais, aller chercher une ressource au continent caché n'est pas sans risque. La calamité qui a déglingué la majorité des personnes envoyées par les Nations Unies de baiser rosé se nomme Papu, l'homme bête. Cette calamité se trouve effectivement dans les montagnes. Dans le tableau de la dangerosité des êtres vivants, on ne connaît juste que la férocité de cette créature, à savoir le rang A2 et sa capacité de destruction de rang B1. Mais cette calamité possède au total un rang A, ce qui le place parmi les calamités les plus dangereuses, mais à prendre avec des petites pincettes, car il nous manque quand même des données. Pour ce qui est de son nombre, le tableau affiche des points d'interrogation, mais si on se fie au dessin, on peut voir plusieurs paires de yeux qui absorbent ou mangent des humains à l'aide de leurs antennes. Donc on peut supposer que l'homme bête Papu n'est pas seul. En tout cas, cette bête a tué 993 personnes envoyées par les Nations Unies de baiser rosé. Et seules 7 personnes envoyées par les Nations Unies de baiser rosé sont revenues en vie. Bien sûr, parmi ces survivants se trouvent des victimes de Papu et ils se trouvent dans le laboratoire secret de l'agence gouvernementale des permissions. On peut déjà dénombrer 3 victimes de Papu via cette illustration. Bien sûr, tu dois te demander, mais il y a bien eu des survivants, pourquoi ils ne parlent pas? Eh bien apparemment, la mafia a aussi eu son mot à dire à ce sujet et donc on n'en sait pas plus sur les témoins oculaires. Donc pour te résumer, la mafia a sûrement pris des survivants de Papu et on n'en sait pas plus sur ces victimes. Et rappelle-toi, je t'ai dit que les victimes de Papu étaient retrouvées dans le laboratoire de l'agence gouvernementale des permissions. D'autres victimes d'une autre calamité très bien connue sont aussi à l'intérieur. On va parler de la calamité la plus connue, la calamité nommée Aïe, l'entité gazeuse. Cette calamité de rang A est très connue, comme je t'ai dit, parmi ceux qui lisent le manga, car cette calamité a touché une personne que vous connaissez déjà. Mais avant d'aborder ce sujet, parlons de l'histoire. Comment cette calamité sous forme de gaz a-t-elle bien pu être ramenée du continent caché? Eh bien, le pays qui a organisé l'expédition est la République de Minbo. Ce pays se trouve tout au nord-ouest du monde connu d'Hunter x Hunter. Et qui cette république se trouve juste à côté, comme vous le savez, du domaine de la famille Zoldyck. La République de Minbo a entrepris l'expédition en direction du sud-est du lac Mobius et devinez à qui ils avaient fait appel pour chercher la ressource qui se situe là-bas? Eh bien à l'association des Hunters. On va un peu plus creuser le sujet concernant cette calamité car plusieurs spéculations sont à souligner. D'abord, il faut que tu saches que la ressource qui se situe au sud-est du lac Mobius et qui de surcroît l'expédition avait été entreprise par la République de Minbo est la ressource de la source des liquides. Une ressource permettant de créer des liquides. Selon Ginfrix, seuls 3 survivants Hunters ont été dénombrés officiellement et qui ces derniers auraient perdu la raison. Déjà, j'insiste bien sur le officiellement. Pourquoi? Parce que dans le chapitre 344, Jin dit bien qu'officiellement 3 Hunters sont revenus fous, mais juste après, il dit qu'officieusement, selon les dires de Netero, d'Isaac Netero, ce dernier avait carrément entrepris une expédition avec des potes à lui vers le continent caché. Et quand on regarde la page de cette expédition, on dénombre comme par hasard 3 Hunters. Et là tu pourrais me dire, et alors? Qui te dit qu'ils sont allés chercher cette source des liquides? Eh bien je te dirais juste aïe. La calamité sous forme de gaz, cette calamité dénominatrice de la codépendance, je vais pas te refaire le topo, mais j'avais déjà fait une vidéo exclusive à cette thématique. Va sur mon petit lien en haut à droite pour en savoir plus. Bref, Togashi a validé dans le manga que Nanika était bel et bien
Ai. En effet, cette entité s'est assimilée à la sœur de Killua. C'est pourquoi toute la famille de ce dernier appelle Nanika comme une chose, entre guillemets, comme un monstre venu d'ailleurs. Je sais pas si vous commencez à faire le lien, mais il est à 92,7% probable pour moi que l'information officielle, comme quoi seuls 3 hunters étant revenus fous, soit juste de la poudre de perlimpinpin. Je t'explique, dans le sens que Netero et ses potes, à savoir Lin Hors-d'œuvre et Zig Zoldyck, étaient revenus du continent caché, mais pour donner l'image du côté tabou des expéditions du continent caché, Isaac Netero avait sûrement dû donner une info au gouvernement comme quoi l'expédition cachée était tellement dangereuse que même 3 hunters expérimentés ne pouvaient rien faire. La théorie serait pour moi que Netero et ses compagnons étaient allés chercher cette source des liquides qui était commanditée par la République de Minbo. Géographiquement, ce pays se trouve entre le QG des hunters et le domaine des Zoldyck. Je trouve ça logique que des liens aient pu se créer parmi ces 3 entités. Quand je parle des 3 entités, je parle de la République de Minbo, l'association des hunters avec à sa tête Netero, la famille Zoldyck qui à cette époque avait à sa tête Zig Zoldyck. Et après on a Lin Hors-d'œuvre qui était aussi une hunter gourmet, aujourd'hui double hunter étoilé, mais on n'en sait pas plus sur elle. Bref, cette soi-disant expédition officielle qui avait ramené 3 hunters fous sont pour moi Netero, Zig Zoldyck et Lin Hors-d'œuvre. En soi, c'est pas totalement faux que ces 3 hunters sont revenus fous, dans le sens que si vous regardez le regard de Maha Zoldyck et Lin Hors-d'œuvre, on dirait que leur état physique et psychique avait beaucoup été affecté. Après ça, va savoir pourquoi Netero est clean physiquement. Netero avait lui-même dit dans le chapitre 341 qu'il était allé 2 fois au continent caché. Ça peut être l'explication sur son état de santé, qui était assez saine ma foi avant qu'il ne se fasse allègrement déglinguer par le roi tout-puissant Meruem. Inclinez-vous devant cet être suprême. Excusez-moi les frérots et sœurettes, je me suis emporté par les émotions. Donc, pour te résumer, Ai s'est assimilé à Nanika suite à l'expédition officielle des 3 hunters envoyés par la République de Minbo, qui est en fait pour moi l'expédition de Zig Zoldyck, Lin Hors-d'œuvre et Netero. Qui, ce dernier, avait maquillé cette expédition en quelque chose de vraiment effrayant, à savoir 3 hunters revenus fous alliés. Mais qui n'est pas totalement faux vu l'état physique de Zig et Lin Hors-d'œuvre. Voilà pour mon résumé. Et que peut-être, selon ma théorie, Netero serait même allé 2 fois au continent caché pour guérir en quelque sorte de cette folie. Étant donné qu'il avait dit qu'il était allé 2 fois au continent caché. Par contre, je l'ai pas dit, mais les conséquences de Ai ont aussi été démontrées suite aux vœux de Nanika. Ses victimes sont soit écrasées, soit enroulées comme des serviettes essorées. Je vais pas te donner tous les détails de ce pouvoir, car on s'étendrait un peu trop vers le sujet. Dites-moi juste dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo sur les pouvoirs de Nanika, et on verra après. En tout cas, voilà tout pour l'histoire de la calamité Ai, qui avait pour base la vocation d'aller chercher la ressource des sources de liquide. Passons maintenant à la calamité numéro 5, nommée Helbel, le serpent à 2 queues. Cette calamité serait apparemment la plus dangereuse selon le tableau de la dangerosité des êtres vivants. Même si, comme pour Papu, des données nous manquent. Qui a ramené cette calamité nommée Helbel? Eh bien, c'est la fédération d'Oshima qui se trouve tout à l'est du continent connu et qui est située juste en dessous de l'empire de Kakin. Bref, la fédération d'Oshima avait envoyé au sud-est du lac Mobius environ 1100 personnes et après cette expédition, 99% d'entre eux avaient été annihilés. Et ouvrez-moi bien vos grosses oreilles la famille, 99% avaient été annihilés par une seule calamité qui est Helbel, le serpent à 2 queues. Je le répète, Helbel, le serpent à 2 queues. Mais avant de vous parler de cette calamité, il faut que vous sachiez que la troupe qui avait été envoyée par Oshima s'était faite déglinguer avant même d'arriver au marécage pour récupérer la ressource qu'ils voulaient, à savoir le nitrograin, la ressource permettant et augmentant la longévité. D'ailleurs, petit clin d'œil à Don Fricks qui a sûrement pris cette ressource bien sûr, actuellement, il est toujours en train d'écrire son ouvrage du tome ouest du continent caché. En tout cas, comme je te l'ai dit auparavant, 99% des personnes qui avaient été envoyées ont été annihilées et seuls 11 survivants avaient été dénombrés. Et en plus, ils sont revenus avec la calamité Helbel. On a comme description pour cette dernière la propagation par contamination de l'instinct meurtrier. Quand on parle d'instinct meurtrier, je sais pas pourquoi, mais j'ai tendance à penser à des personnages comme Hisoka, le gars bande clairement pendant les combats, ou soit l'instinct meurtrier qui a été transmis à Kurapika et son clan. Et pour Kurapika, j'ai envie de lui faire une théorie dont j'avais déjà abordé sur Twitch. Bref, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire si vous êtes chaud aussi pour qu'on en parle. 6e supposée calamité, les
chiméraantes. Oui, les chiméraantes peuvent être considérées comme des calamités. Tidal classe les soldats laissés par Meruem en dangerosité B. Oui, je parle bien des soldats laissés par Meruem et non Meruem en lui-même. En tout cas, Jinfrix les classe en dessous de la classe B et les classe en C. C'est dire de la puissance que peuvent avoir les autres calamités que je t'ai citées juste auparavant. Bref, je vais te parler sur les circonstances de comment sont arrivés les chiméraantes. Leur source est révélée par Jinfrix au bout de l'arbre monde à son fils Gon. Jin avait dit que les chiméras venaient d'un autre monde. Un monde auquel ce Hunter aux grosses coronesses voudrait aller un jour. Bien sûr, on sait qu'il est actuellement dans le Black Whale et il ira vers cet endroit qu'il convoite tant. Pour en revenir aux chiméras, le premier chiméra à avoir foulé les terres du milieu, si je peux appeler ça comme ça, eh bien c'est la reine des chiméraantes qui était bien blessée avec un bras arraché, si tu te rappelles pas. Elle s'était échouée sur les abords de NGL, Neo Green Life, et elle y avait fait son premier nid pour se reposer de ses blessures en mangeant des petits crustacés et des habitants de NGL. Tout par-delà, cette calamité qui est les chiméraantes sont venus gouverner la terre de la nation de Myténée à une vitesse ahurissante. Je vais pas te refaire l'histoire des chiméraantes, mais il y a une chose qui m'intrigue. On sait que les chiméras viennent du continent caché. Est-ce que quelqu'un du centre du lac Mobius est allé au Dark Continent et a ramené cette calamité? Et encore plus chelou, on sait que Pariston détient avec lui une armée de chiméraantes hybrides. Ce monstre possède une putain d'armée d'une calamité. Je vais arrêter de m'exciter sur le sujet, mais une chose est sûre, la famille, on n'a pas fini d'entendre parler des chiméraantes. En tout cas, beaucoup de théories peuvent graviter autour de Pariston, les chiméraantes, et de ce qu'il organise pour le Dark Continent. At least la famille, pour conclure, pour cette giga piqûre de rappel concernant le continent caché, qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo? Pour te résumer, on a vu le lac Mobius, le continent caché, le livre de Don Fricks qui est la source de toutes les infos connues à ce jour, les expéditions effectuées par majoritairement les grandes puissances, les différentes ressources et enfin les calamités. Tout ça de manière compacte, on va dire, et concise dans ma vidéo. J'espère que vous aurez kiffé. J'ai essayé de faire de mon mieux et j'ai mis beaucoup de temps à rassembler toutes ces informations pour votre plus grand plaisir. J'espère que vous allez comme d'habitude tout casser, tout péter. Au niveau des pouces bleus, mettez des Jajanken dessus pour me donner de la puissance pour continuer de parler d'Hunter x Hunter et de sa suite. Beaucoup d'intrigues peuvent dégager de cet arc, beaucoup de théories peuvent en découler, mais j'ai juste une chose à vous dire, l'arc du continent caché est pour moi l'arc qui va dépasser mon arc préféré, à savoir l'arc chiméraante, l'arc des fourmis chimères. En termes de développement et en termes de combat psychologique, idéologique, psychique, physique, philosophique, bref, tout ce que vous voulez. Ceux qui lisent le manga savent ce qui nous attend. Le bateau du Black Whale regorge de personnages les plus puissants d'Hunter x Hunter. Faut que je reprenne mon souffle. On va s'arrêter là, sinon la vidéo va faire 49 300 minutes. Voilà la famille, on se retrouve en fin de vidéo. J'espère que vous aurez kiffé parce que j'ai mis de l'amour. J'ai posé de l'amour comme ça sur la vidéo. C'est la vidéo la plus longue que j'ai montée de toute ma vie en fait. Mais c'était aussi pour vous montrer à quel point je kiffe ce nouvel arc qui est en train d'être introduit par le génie Togashi. Cette vidéo, comme je vous ai dit, a pour vocation d'être une vidéo piqûre de rappel à l'image du Nen, à l'image de Kaito, à l'image des Zodiacs, etc. Cette vidéo a certes pour vocation, pour ceux qui avaient déjà lu le manga, de voir plus clair, mais aussi pour ceux qui n'ont pas lu le manga, de vous pousser à lire le manga, parce que là, tout ce que je vous ai dit en 30 minutes, si vous voulez, c'est même pas un sixième, ou même un dixième de ce qui se passe dans le manga. Donc, je vous conseille d'aller lire le manga à partir du tome 32, ou le chapitre 340. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si j'ai pu oublier, entre guillemets, des éléments. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez des théories supposées, parce que j'ai mis des mini-théories dans la vidéo, comme tu as vu, concernant Kurapika, etc. Bref, on se retrouve en fin de vidéo. Ne vous inquiétez pas, la prochaine vidéo arrivera incessamment sous peu. En termes de vidéo, je suis beaucoup plus productif et beaucoup plus actif sur la plateforme Twitch. Donc tous ceux qui regardent cette vidéo, je vous invite à aller sur Twitch, et tous mes chasseurs qui sont sur Twitch, qui sont actuellement ou déjà sur Twitch, ils sont déjà rodés. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes là et motivez mes autres chasseurs et chasseuses à venir nous rejoindre le soir sur Twitch. En tout cas, je vais pas tergiverser à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez kiffé. Continuez de m'exploser ces petits pouces bleus sur YouTube, 3-4 pouces bleus, et imaginons on peut monter en tendance sur YouTube, ça sera un truc de malade mental, parce que j'ai encore jamais été en tendance jusqu'à aujourd'hui, il me semble. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, mes chasseurs et chasseuses. Team Replier, je vous kiffe. La bise!